Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Alain Gourion depuis Villeurbanne, depuis Lyon, depuis Human, cette émission éco-humanitaire que vous connaissez puisque vous la regardez ou que vous ne connaissez pas parce que vous la découvrez à travers les dialogues en humanité. C'est notre sujet d'aujourd'hui, dialogues en humanité qui réunissent autour de cette table d'abord à toute présidente ou animatrice tout honneur, Geneviève Ancel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, sûrement pas présidente, mais au service des réseaux, des dialogues en humanité, de ceux qui essayent de mettre ça en œuvre. Depuis longtemps ? Depuis 2003, 2002, 2003. Voilà, 2002-2003, et donc c'est une idée que vous avez eue avec toute seule ? Ah, sans doute pas. Non, sûrement pas toute seule. C'est le genre de choses qui ne marchent que parce que nous nous inspirons d'autres et nous en inspirons d'autres. Donc nous sommes des passeurs, en quelque sorte. Donc je crois qu'il y a déjà cette humilité-là à avoir. Pour autant, ce qui s'est passé à Lyon, inscrit dans l'histoire humaniste de Lyon, eh bien, ça a essaimé à partir de 2006-2009, un peu partout, dans différents endroits dans le monde, des personnes qui sont venues à Lyon et qui ont trouvé que c'était possible d'aller faire de l'arbre à palabre à l'africaine sur des enjeux auxquels l'humanité est confrontée. Voilà, on fait de l'arbre à palabre dans Dialogue en humanité, on va y revenir. Et puis, puisqu'on parle d'arbre, eh bien, mon regard tombe inexorablement sur Frédéric Ségur. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, Frédéric Ségur, vous êtes responsable du patrimoine végétal de la métropole de Lyon, c'est-à-dire quelque part de la forêt urbaine. Oui, en fait, pendant très longtemps, on a vu les espaces verts comme des îlots relictuels dans un océan de béton. Et aujourd'hui, on essaye de remettre tout ça en lien. On parle de trame verte, on parle de continuum, on parle aussi de forêt urbaine. La forêt, ça peut être quelque chose de dense, ça peut être quelque chose de diffus. En ville, tous les arbres, qu'ils soient sur du domaine public ou du domaine privé, finalement, ça forme une espèce de grande forêt qu'on essaye de protéger, qu'on essaye de développer en mettant en lien beaucoup d'acteurs du territoire, que ce soit des associations, des entreprises et des collectivités. Voilà, et la raison de votre présence, c'est bien entendu que les dialogues en humanité ont toujours lieu, avaient toujours lieu, devrait-on dire, au parc de la Tête d'Or, un très beau parc qui se trouve sur le territoire de la ville et de la métropole de Lyon, l'un des plus grands d'Europe, nous dit-on ? Peut-être pas, mais un des plus grands de Lyon, oui, certainement. D'accord. Et que, eh bien, cette année, pour cause de coronavirus, eh bien, nous ne pouvons pas le faire au parc de la Tête d'Or, parmi ces arbres séculaires et nombreux, et qu'on doit le faire en visioconférence. Alors, la visioconférence, Choki Ali Saïd, bonjour. Bonjour monsieur, merci de nous avoir invités quand même. Bah oui, bien sûr, merci d'être là. La visioconférence, c'est pas rigolo. C'est bien mieux d'être là en live, comme on dit en français, en mauvais français. Ouais, mais il faut s'adapter. La vie est autrement depuis 3 mois comme on vit. Et la situation est compliquée, donc mieux vivre en essayant de vivre. Donc trouvons les solutions qui peuvent faire vivre les autres. Merci. Donc, Choki Ali Saïd, vous êtes président de l'association France-Éthiopie et puis vous êtes aussi et surtout un animateur et un membre du réseau des dialogues en humanité. On va y revenir. Enfin, la plus jeune d'entre nous, Margot Trémolière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous accompagnez les dialogues en humanité depuis longtemps ? Pas depuis très longtemps puisque je suis stagiaire pour organiser l'édition 2020 des dialogues en humanité. Je suis en stage de fin d'études ici pour ma dernière année de Sciences Po, Lyon. Et du coup, je participe principalement à l'élaboration de l'édition 2020 des dialogues en humanité. Voilà, on va y revenir tout au long de cette émission. Mais tout d'abord, comme on a des arbres, ayons aussi un peu de musique. Écoutez.
Voilà, on fait de la radio, on fait du son, on est entre nous, c'est agréable, on a des auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, et on va se faire une promenade ensemble pendant 50 minutes, tranquillement. Et cette promenade, eh bien, elle va nous emmener du parc de la Tête d'Or à la visioconférence. Visioconférence, c'est pas forcément rigolo, vous êtes tous là à nous regarder derrière votre écran, dans votre bureau, dans votre salle à manger. C'est pas drôle, mais on fait ça tous. Et toute l'humanité fait ça depuis 3 mois maintenant. Donc on va repartir au fondement, Geneviève Ancel, des fondements des dialogues en humanité. Choki le disait à l'instant, le vivre ensemble. Oui, peut-être même le bien vivir, comme disent les Brésiliens. C'est vraiment en fait l'idée de dire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, qui viennent souvent de nous-mêmes. Eh bien, l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire là où nous sommes pour contribuer à un bien vivre, pas seulement de chacun d'entre nous ou de nos proches. Il faut bien sûr commencer par là, mais aussi penser à ceux qui sont peut-être moins bien lotis ou servis, parce que les migrations aujourd'hui sont dues à des phénomènes climatiques pour l'essentiel, liés à des phénomènes de guerre ou de difficultés économiques. Et je pense que de ce point de vue-là, nous devons être dans une recherche de solidarité, du bien vivre, du bien vivre, non seulement local, de proximité, mais aussi global et mondial. Donc c'est un peu le pari de montrer que ceci n'est pas juste un discours. C'est une réalité quotidienne qui montre le chemin que des personnes aujourd'hui, des collectifs aujourd'hui, mettent en œuvre des solutions, mettent en œuvre des initiatives positives dans tous les domaines. Et vous étiez à la fois et nous sommes tous à la fois sur le local. Nous sommes là à Villeurbanne, nous sommes là à Lyon, nous sommes en France, nous sommes en Europe, mais nous sommes aussi dans le monde. Oui, eh bien justement, par exemple, parmi les personnes que nous aurons la chance, en visioconférence certes, mais d'entendre ou d'écouter ou avec lesquelles nous pouvons interagir, il y a par exemple ceux qui vivent aujourd'hui en Himalaya. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire de leur expérience, de leur vécu en matière, par exemple, de sécurité alimentaire? De l'importance de ne pas laisser faire comme si de rien n'était toutes ces personnes, ces jeunes personnes extrêmement dans des précarités dans le monde urbain ou périurbain, dans ces grandes villes en Inde, mais c'est le cas dans le monde entier, comment ces personnes sont finalement retournées et ont fait l'exode rural à l'envers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elles ont comme projet de vie? Comment la dignité des agriculteurs, comment la manière dont nous allons manger ou pas des choses bonnes pour la santé, la leur, la nôtre, très concrètement, on va essayer de le mettre en visibilité, en démonstration, en illustration. Alors, ce qui serait peut-être intéressant également, et là je regarde Choki Ali Saïd, c'est de brosser un petit tableau de l'ensemble des dialogues en humanité, puisque celui-ci, et nous l'introduisons, a lieu en France et à Lyon, mais il existe des dialogues en humanité un peu partout dans le monde. Oui, tous les ans, il y a des dialogues. On démarre en octobre de l'Inde, Brésil, Maroc, au Bénin, au Togo, au Sénégal. C'est des choses qui se passent, mais en même temps, les 3 jours qui se passent au dialogue en humanité, on se ressource, on se retrouve. Mais cette année, on va se retrouver, comme vous avez dit, dans un lieu de projection pour parler, pas directement comme on le fait aujourd'hui. C'est bien d'être ensemble, de partager des choses, mais il faut accepter les conditions, mais peut-être l'espoir est devant nous, en essayant de développer et de faire des perspectives. Comme elle avait dit Geneviève tout à l'heure, la souveraineté alimentaire, c'est une question qu'on travaille depuis des années en dialogue en humanité. La souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le fait pour un pays d'être capable de nourrir sa population. Exactement. Mais la question, c'est que comment faire nourrir en essayant de ne pas apporter et d'essayer de pousser des pays pour qu'ils se développent, qu'on n'amène pas. Par exemple, je prendre l'exemple de l'Éthiopie que je connais très bien ou de Bénin. Il faut que maintenant qu'on arrête à apporter. Il faut que
ce qu'on peut faire nourrir et qu'il y a les besoins sur le terrain, sur place, qu'on peut développer, mais il n'y a pas de confiance. Donc, la question qui se pose... Pas de confiance de qui? Mais les autorités, l'administration, les gens qui ont le pouvoir, par exemple, dans les pays, il n'y a pas la question comment se développer soi-même en essayant de ne pas aller chercher un peu plus loin. La nourriture, à l'étranger. Voilà. Oui. Mais la question, c'est en essayant de dire que, par exemple, vous prenez des exemples, ils ne sont pas conscients qu'il y a, par exemple, de nourriture qu'on peut trouver facilement dans certains pays, mais on ne valorise pas. On va chercher le riz de l'Inde ou on va chercher le riz de Chine, mais on peut développer sur place, mais parce que comme les autorités et les responsabilités de gouvernement ne mettent pas l'accent pour le besoin sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on avait, avec Geneviève, depuis 3 ans, on a mis le cœur du dialogue en humanité avec le Brésil, avec l'Inde, le Bénin, le Sénégal, pour essayer conjuguer, pour essayer partager des choses qui existaient et qu'on n'essaye pas de montrer à la population. On dit de plus en plus on va vivre entre 7 et 10 milliards, mais la question, c'est comment s'organiser. La confiance à donner aux autres. L'autre, c'est nous, ensemble. Est-ce que vous voulez dire, Chokhi Ali Saïd, que les dialogues en humanité, par la multiplicité de lieux, vous avez cité l'Inde, le Brésil, le Bénin, etc., où ils s'exercent, ou d'où ils viennent, fait qu'il y a un échange d'informations et que ce qui se fait en Inde va peut-être inspirer ce qui pourrait se faire en Éthiopie du point de vue du fait que les autorités fassent confiance à la population pour se nourrir elle-même. Mais est-ce que c'est une question? Non, mais vous avez raison. Oui. C'est même une réalité sur le terrain d'aujourd'hui. Oui. De Vaux-en-Velin à la Duchère, à Villeurbanne, quand il y a les dialogues qui se passent, c'est l'interconnexion des gens. C'est quand l'autre écoute l'autre, il partage. Mais c'est qu'on n'a pas le pouvoir par rapport aux autres. C'est que les gens s'écoutent. Et c'est la bienveillance, on aime bien le mot bienveillance dans le sens réel, parce que l'autre, il n'a pas l'expert par rapport à l'autre, c'est partagé. Et quand il y a le dialogue qui arrive dans le parc de dialogue en humanité, les gens payent leur voyage eux-mêmes. Hein. C'est une richesse qui est importante. Pas en 2020. Mais 2020, mais on va faire des économies. On va faire des économies dans le sens même pour eux. CO2. Mais les gens, ils vont venir de l'Inde ou de Bénin ou de Togo ou de Sénégal. En 2021. Oui, mais depuis des années, c'est eux qui payaient leur voyage. Ils payent leur propre billet. Et ce que nous, on apporte, c'est d'essayer la solidarité, comme elle dit toujours Geneviève, essayons de partager, parce que tu es la coordinatrice et que tu essayes coordonner dans le sens de globalité. Et ça, c'est quelque chose que tu le fais depuis avec l'ensemble, mais elle est très modeste. Hein, mais en même temps, il faut dire là où il y a vraiment la réalité. Et je pense que c'est, comme vous avez cité tout à l'heure, comment les gens se partagent. Et ça, c'est important de faire des connexions entre des humains. Et on en a besoin. Les hommes ne se parlent pas assez. Pas assez. Heureusement que les femmes se parlent. Hein. Les femmes se parlent. Et les arbres, est-ce que les arbres se parlent? Alors, les arbres se parlent et... Frédéric Ségur. Moi, je pense que ce que vient de dire Chokhi, c'est intéressant parce que le développement de l'humanité s'est toujours fait sur l'autosuffisance. Et ce qui était mondialisé, c'était les échanges de techniques et les échanges de plantes. Je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire du pêcher. Vous connaissez le pêcher ? Pas le pêcher originel, le pêcher qui produit des fruits. Oui, on y reviendra sur cette histoire de pêcher, parce que ça nous ouvre des horizons quand même intéressants. Oui. Donc, le pêcher, tout le monde va penser effectivement que c'est un arbre bien de chez nous, on en voit un petit peu partout dans les jardins, mais son nom latin, c'est Prunus persica, parce qu'effectivement, on sait depuis très longtemps que c'est un arbre qui est originaire de la Perse. Et quand on a regardé un petit peu son histoire, on s'est aperçu que c'est les Grecs, du temps d'Alexandre le Grand, qui ont ramené en Grèce de Perse cet arbre. Les Romains l'ont pris des Grecs et nous l'ont amené quand ils ont colonisé la Gaule. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé. Mais plus récemment, avec la génétique, on s'est aperçu que finalement, le pêcher, il vient pas du tout de Perse, il vient de Chine, et que c'est des échanges
de caravanes encore plus anciens, 2000 ans avant Jésus-Christ, qui l'ont fait arriver au Moyen-Orient. Et cette histoire, elle montre bien effectivement que la mondialisation, elle existe depuis longtemps, mais elle s'est faite sur des échanges de connaissances et pas forcément sur justement des interdépendances. Magnifique voyage que vous nous proposez là. On va le continuer en musique et on va se remettre ce petit début de tout à l'heure là qui nous a mis l'eau à la bouche, hein. La terre offre un peu de son âme à quiconque la foule de ses pas. Il suffit d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, d'attendre, sur sa dune ou son rocher, peut-être 1 heure, peut-être 3 jours. Et alors, sans qu'il n'ait crié gare, l'air tout autour devient une vallée d'amour que vous n'auriez jamais soupçonné. Voilà, nous sommes dans Human. Merci d'être avec nous et nous présentons les Dialogues en Humanité 2020 avec leur particularité d'être en visioconférence. Vous êtes en visioconférence, vous êtes devant votre écran et vous nous regardez, nous on parle. Et nous on parle à Margot et on demande à Margot, c'était qui a chanté ? Alors c'était Romain, donc l'extrait qu'on a entendu, c'était le morceau Baraka, qui est un extrait donc de son spectacle et de son disque qui va sortir de tout cœur. Qui est un slam piano voilà. Qui sera présent au dialogue également le samedi. Voilà, présent au dialogue le samedi, puisque il y a de la réflexion au dialogue en humanité, il y a des arbres au dialogue en humanité, il y a des hommes, il y a des femmes et il y a des artistes. Et il y a des arbres. Et on revient, si vous le voulez bien, Frédéric Ségur, à vous, et vous disiez, c'est grâce au voyage. C'est grâce, dans l'Antiquité, vous preniez l'exemple du pêcher, du Prunus persica, c'est bien ça ? Dont on croyait qu'il venait de Perse et puis il venait de Chine. De Chine. Et vous dites, les voyages, la mondialisation, elle n'est pas d'aujourd'hui, même si évidemment elle s'est beaucoup accrue. Et si on en rediscute de cette mondialisation, peut-être qu'on va la faire un petit peu ralentir. Comment vous voyez les choses, à la fois dans l'histoire et dans le présent ? L'homme a toujours été un voyageur, mais effectivement, c'est un voyageur curieux. Donc quand il trouve des plantes ou des animaux qui l'intéressent, il les amène avec lui. Parce qu'effectivement, c'est où il s'installe, quand il devient sédentaire, qu'il utilise effectivement ces plantes, ces animaux pour sa propre subsistance. Et effectivement, cette logique effectivement de dialogue, de recueil d'autres cultures et de développement individuel, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu. Et c'est ce qui est intéressant dans l'interface des dialogues, effectivement, c'est de retrouver ces contacts et cette histoire, cette compréhension, effectivement, de l'importance des échanges culturels et autres, et techniques, pour le développement. Et alors vous êtes l'homme de la situation, parce que c'est un peu grâce à vous qu'on passe de la nature à l'humanité. Quand je dis vous, c'est vous et ceux qui vous occupez des arbres, de la nature, des forêts. Comment vous pensez dans votre tête le rapport, justement, et le rapport aujourd'hui, contemporain, entre la nature, cette nature que peut-être on fantasme un peu, qui n'est pas si naturelle que ça, qui est très construite par l'homme, et l'activité humaine, en partie destructrice ?
Alors, c'est une question qui est un peu compliquée. On a voulu opposer nature et culture dans notre civilisation, alors que l'homme a toujours eu un lien intime à la nature, et c'est un lien qui est indispensable à sa santé. Au XIXe siècle, quand on a construit les métropoles comme celles qu'on connaît aujourd'hui, comme la métropole de Lyon, on a beaucoup introduit de nature. On a créé le parc de la Tête d'Or, on a planté la place Bellecour, on a planté toutes les grandes avenues. Et souvent, on réduit cet acte à un effort d'embellissement. Il fallait rendre la ville jolie. Mais quand on regarde les textes de l'époque, ils nous expliquent qu'on faisait ça pour faire de l'ombrage, pour rafraîchir, pour améliorer la qualité de l'air, pour la santé et le bien-être des habitants. Donc la question de l'embellissement qu'on associe souvent aux espaces de nature en ville, c'est qu'une petite partie. Et ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'elle est indispensable pour la santé et notre propre survie. Voilà, les herbes folles, c'est le titre de notre émission, les herbes folles, Geneviève Ancel, parce que il y a ces herbes folles qui poussent pendant le confinement dans tous les parcs du monde, je suppose, et entre autres au parc de la Tête d'Or à Lyon, parce qu'on n'a pas coupé pendant 3 mois, et que ça pousse et que ça prolifère, et que c'est peut-être bon pour la nature. Et puis les herbes folles, que sont quelque part les dialogues en humanité. C'est-à-dire que vous lancez des thèmes. Alors, c'est pas nous qui les lançons. En fait, c'est parce que soit elles sont dans l'air du temps et qu'elles arrivent. Oui. Alors, je donne un exemple pour faire le lien avec ce que nous dit Frédéric Ségur à l'instant même. C'est un des thèmes qui est proposé sur la révolution de la conservation de la nature. C'est un des thèmes qui va être abordé par un des plus grands scientifiques au monde, qui est néerlandais et qui va interagir avec d'autres scientifiques qui sont soit des spécialistes de la biodiversité dans les océans ou sur la Terre, et ils viennent d'écrire un livre de Revolution of the Conservation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut décoloniser la conservation de la nature. C'est-à-dire que dans nos têtes, nous sommes dans des systèmes qui sont un peu comme Frédéric vient de le dire, sur une ville où on cherche l'embellissement. Mais non, c'est pas ça. L'embellissement, bien sûr, c'est un plus. Et c'est mieux s'il y en a. Mais sur la conservation de la nature aujourd'hui et les enjeux globaux, mondiaux, pour la santé, y compris de la famille humaine, ils sont absolument liés à la question de la colonisation. Et que dans nos esprits, nous sommes encore et toujours dans cette affaire-là. Si nous partons, au contraire, des savoir-être, des savoir-vivre, des connaissances, des populations, là où elles sont, et que nous les valorisons, que nous les mettons en lien, si nous pouvons y contribuer autant que possible, mais en tout cas déjà les laisser se mettre en lien entre eux, commencez juste par ça. C'est de l'humilité. Ce n'est pas quelque chose du registre ni de la prédation, ni de la colonisation, ni du « nous serions, nous, des connaisseurs et des sachants », puisqu'en fait, en termes de questions humaines, il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas d'expert en tant que tel, ou alors chacun l'est. À ce moment-là, si on reconnaît l'autre comme un expert de sa propre humanité, de sa contribution à l'humanité et à la biodiversité et à la nature, comme partie intégrante, à ce moment-là, ça change déjà de regard. Alors, inspirons-nous de ceux qui viennent du Sud, de ceux qui viennent de connaissances au plus près du vivant. Aujourd'hui, l'urgence du vivant, c'est une réalité. Je pense que beaucoup de gens sont en train d'en prendre conscience, y compris les parents avec leurs enfants. Et voilà notre émission bien partie, la voilà qui monte tout doucement, on va arriver à des sommets tout à l'heure et on va interroger notre étudiante de sciences politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, madame l'étudiante de sciences politiques, diplômée, qu'est-ce que ça veut dire décoloniser la conservation de la nature ? Je pense que ça implique un changement de paradigme dans l'approche qu'on en a, qui a une énorme influence sur la façon dont on la gère après concrètement. Pour donner un autre exemple de ce qui aura lieu dans les dialogues en humanité dans cette édition, par exemple, on va avoir des architectes qui proviennent de pays du Sud et des experts en urbanisme qui viennent parler de ce qu'elles ont découvert au fur et à mesure de leur travail, qui est réuni dans un manifeste qui s'appelle le manifeste de la frugalité heureuse et créative, où en fait elles se sont aperçues que les savoirs qui permettent un aménagement du territoire le plus respectueux de la nature possible, ils sont déjà dans les lieux concernés, en fait. Et ils font déjà partie de la tradition et sous l'influence
on va dire de l'Occident pour être, on va dire, très schématique, mais ces savoirs ont été évincés au profit de modèles standards d'aménagement du territoire et d'architecture et d'urbanisme, et que si on s'inspire de ce qui était fait avant, il est possible de construire des habitats qui soient vraiment vivables et confortables. Et il ne s'agit pas de juste faire des cabanes en bois et de dire bon, c'est parfait, mais qu'il est possible de faire des choses qui soient vraiment respectueuses de l'environnement avec des matériaux qui proviennent du lieu sur lequel les maisons sont construites et pas de les importer sur des milliers de kilomètres. Et de faire des choses qui s'inscrivent vraiment dans le territoire dans lequel elles sont construites, en fait. Et ça nous permet de partir en voyage au Bangladesh, au Zimbabwe, au Sénégal, en Inde, au Brésil. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant de le faire. Combien c'est de peut-être pays en visioconférence, mais sous le parc de la tête de l'arbre, eh bien, nous ne pourrons pas le faire. Donc, vous voyez, c'est d'une occasion formidable d'aller visiter et partir à la découverte. Si nous sommes un peu curieux, nous allons apprendre plein de choses. Bon, c'est magnifique. Combien de pays sont représentés donc dans les dialogues en humanité? Alors, personne ne compte jamais. Nous savons qu'il y a une centaine de lieux dans le monde qui font des dialogues en humanité. Oui. Puis à partir de là, on a arrêté de compter parce que l'objectif, c'est pas de compter, de dire ça nous appartient. Il n'y a rien qui nous appartienne. C'est juste de tisser une toile vivante entre tout ça, autant que faire se peut. Et on est dans la transition. Exactement. Moi, je voulais profiter, rendre en hommage des gens qui sont... Frédéric, il est parti en Éthiopie et des experts éthiopiens, quand je dis experts, ils sont venus découvrir les jardins et les parcs sur l'agglomération lyonnaise pour essayer de ne pas refaire ce qui a été fait en bien ou en mal. C'est aussi le partage, Frédéric est allé en Éthiopie aussi, c'est essayer de partager le savoir. Mais c'est pas parce que c'est les Européens, c'est qu'ils veulent venir regarder ce qui va pas aussi. Et il y a des échanges qui se partagent, parce qu'à Addis Abeba, il y a 2200 d'altitude, et à un moment donné... excusez-moi, je vous interromps. C'est la capitale d'Addis Abeba. Oui, bien sûr, mais l'importance de la ville, l'importance en nombre... c'est à peu près entre 8 et 9 millions, la population. C'est pour avoir une idée de la taille. Il y a une urbaine. pollution colossale. Oui. Et aujourd'hui, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur la coopération entre la France et l'Éthiopie, en particulier Grand Lyon. Avec Addis Abeba, il y a une vraie coopération concrète. Quand je dis concret, ça veut dire que les gens, ils viennent pas venir pour faire des visites. Ce tourisme, c'est fini. Avec moi, c'est du travail. Tous les jours, il y a des projets. Le soir, ils travaillent. Et le lendemain, il y a un échange. Et c'est là où je rends en hommage, parce qu'on dit toujours des liens de coopération est très important. Et Frédéric est allé 2 fois pour faire des échanges et des partager. Et ça, aujourd'hui, le besoin, c'est... On est riche, mais c'est en essayant d'être ensemble qu'on peut être riche. Et c'est ça qui est avec le Grand Lyon et avec les coopérations qui existent entre Bénin, Sénégal, l'Éthiopie. Il y a une vraie coopération avec le Grand Lyon et je rends aujourd'hui de dire il y a du travail depuis une vingtaine d'années, une vraie coopération concrète. Et c'est ça qui est important, les échanges entre des êtres humains. Voilà, on va se faire une nouvelle pause musicale et voilà, vous nous parliez à l'instant, Margot Trémolière, de frugalité heureuse et quoi ? Créative. Et créative. Alors on va aller se promener vers Brain Ragout, Quarantine Mood. Il y a un petit air de quarantaine là derrière.
Et voilà, que nous revenons vers vous dans cette émission Human autour des herbes folles, les herbes folles de la nature, les herbes folles des pensées des hommes et des femmes. Parce que c'est un thème aussi, les hommes et les femmes, qui nous concernent tous. J'espère bien. Mais il ne faut pas dire de bêtises dans ce domaine-là, je fais très attention. Non, c'est... Vous savez, nous, c'est les une hommes, on se fausse surveille pression, beaucoup ça. dans notre langage d'aujourd'hui. C'est vrai que les femmes se surveillent pas du tout. Allez-y, sur les hommes et les femmes. Non, c'est un thème aussi assez récurrent des dialogues en humanité où on essaye déjà dans la programmation de faire attention à... Ça va vite en fait de recruter 5 universitaires reconnus dans leur domaine qui soient tous des hommes et d'essayer d'aller chercher un peu plus, de creuser un peu plus, de pas forcément prendre le haut de la liste pour avoir des panels un peu plus mixtes. Et après, dans les thèmes en eux-mêmes qui sont abordés, cette année, on a un temps d'échange sur, pas forcément homme-femme, mais masculin-féminin, et comment justement gérer ces polarités qui peuvent exister, mais à l'intérieur d'un individu, peut permettre des rapports plus apaisés entre les hommes et les femmes, de s'accepter. C'est aussi un thème récurrent des dialogues, d'ailleurs, l'idée de s'accepter mieux soi, de se comprendre mieux soi, ça permet d'avoir une attitude par rapport au dehors qui est beaucoup plus constructive et positive parce qu'on n'est pas à la recherche d'éléments qui nous manquent ou d'être conscient de ses dysfonctionnements. Accepter sa part de virilité pour une femme ? Exactement. Oui. Et de féminité pour un homme. Oui, par exemple, quand moi j'étais en situation de management avec 3000 personnes, je pouvais parfaitement être dans une apparence peut-être un peu virile. Et en fait, là, l'écoute bienveillante justement que j'essayais de porter a fait que lorsque j'étais directrice générale à Strasbourg pendant une dizaine d'années, a été tout à fait importante parce que j'assumais cette part féminine et masculine en moi. Et je pense que c'est important d'avoir toujours les deux chez chacun. Voilà, ça nous amène peut-être à parler d'une partie du programme. Je pense, là ça me vient à l'esprit, à Madame Catherine Dolto. Oui, Catherine Dolto qui prépare avec nous les dialogues en humanité depuis 2004. Donc là, par exemple, bien sûr, elle va nous proposer en visioconférence. Mais surtout, en fait, j'aime pas trop le mot visioconférence. On n'est pas en conférence. L'idée, c'est vraiment d'échanger à partir du vécu des témoignages de vie croisés de personnes diverses. Et Catherine Dolto propose de travailler sur la sécurité affective. Comment, en fait, on se sécurise, on construit ça, parce que c'est à partir de là, comme vient de le dire Margot, qu'on peut peut-être justement avancer et se prendre davantage en charge. Et voilà. Donc, elle va même plus loin. Elle propose quelque chose qui n'a jamais été fait. Comment on passe de l'hominisation à l'humanisation. Comment on crée même une théorie de l'humanisation. Alors, si quelqu'un d'autre que Catherine Dolto m'avait proposé ça avant, j'aurais sûrement bondi en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais non, c'est au contraire quelque chose qui fait qu'on part du vécu. Nous sommes des mammifères humains. Et en tant que mammifères humains, nous sommes des petits hommes, des petits humains qui sommes complètement dépendants et que finalement la manière dont on va vivre notre vie jusqu'au dernier moment et que notre vieillissement, par exemple, soit dans la bienveillance, dans l'accompagnement. Voilà un thème parfaitement... Dans l'acceptation. De l'acceptation, je ne sais pas. C'est en tout cas le fait que vieillir aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît négatif parce qu'on nous envoie de la publicité inverse. Alors que vieillir, c'est aussi une part de sagesse, peut-être, une part en tout cas de En tous les cas, c'est ce que nous, les vieux, essayons de faire croire aux jeunes, qu'on est plus sages, plus sages qu'eux. Oui, mais ça peut être une part de fantaisie supplémentaire. Oui. On peut imaginer plein de choses. Oui. En fait, moi, je me souviens parfaitement, par exemple, d'un Stéphane Hessel dans le parc de la Tête d'Or, grand ambassadeur, et qui était dans l'intimité la plus incroyable quand il nous donnait ses poèmes en allemand. Alors, c'était Shakespeare en anglais, bien sûr, Hölderlin, mais aussi Apollinaire. Mais c'était aussi... il était dans son costume 3 pièces.
parce qu'il représentait quelque chose et il voulait honorer les personnes qu'il invitait aux dialogues en humanité, et il déambulait dans le parc pendant 3 jours, mais en fait, il avait gardé son âme d'enfant. Et c'est cette rencontre avec un être qui assume pleinement sa part féminine et masculine en particulier, mais aussi sa part d'enfant, aussi vieux soit-il. Edgar Morin aussi, par exemple. Voilà, Edgar qui grimpait aux arbres du parc de la Tête d'Or à 95 ans. Et il va être là cette année aussi ? Alors, bien sûr, il va être là. Il a quel âge ? Il est né le 8 juillet 1921. Donc, nous avons souvent fêté son anniversaire, mais là, il va avoir 99 ans. Donc, c'est quand même incroyable. Et sa fraîcheur, sa verdeur intellectuelle, sa capacité de discernement, eh bien, elle nous illustre, elle nous illumine encore. C'est formidable. Voilà, quelques mots peut-être sur l'organisation de ces dialogues en humanité, de nos dialogues en humanité, car finalement nous en sommes tous, vous le disiez à l'instant, Geneviève Ancel, copropriétaires, co-gestionnaires d'une certaine manière. Quelques mots peut-être sur justement ce passage dans la tête des Lyonnais, pour le dire vite, et dans la tête sans doute de tous les gens qui s'intéressent au dialogue en humanité, il y avait un rapport à l'herbe folle certes, aux idées nouvelles, mais aussi au fait d'être assis dans l'herbe et de faire des agoras, comme on le dit dans le jargon des dialogues, des places publiques où on va échanger. Et maintenant, cette place publique, elle est virtuelle. Mais pas que. Tu peux très bien aller te promener dans le parc, t'asseoir au pied d'un arbre et avec ton téléphone, tu peux te relier à ce qui va se passer dans le programme de dialogueenhumanité.org sur le site. Alors, je peux prendre mon téléphone et puis pianoter avec ma 4G et puis je vais arriver dans les dialogues en humanité tout en batifolant dans l'herbe. Mais tout à fait, et c'est comme ça que nos amis, par exemple, du Sénégal, ont prévu des Pokémon de faire. En même temps. Voilà, c'est leur numéro de WhatsApp, elles l'ont envoyé parce que je dois leur envoyer le lien sur la salle Zoom ou Midjitsi qu'elles voudront rejoindre. Ouais, c'est ça qui est assez formidable en fait avec le confinement, c'est que je pense que ça a beaucoup démystifié tout ce qui est du domaine de l'internet pour beaucoup de gens, et on se rend compte que c'est une plateforme comme les autres qui est d'autant plus nécessaire quand on peut pas se retrouver en présence, et que ça permet vraiment de garder du lien, et que effectivement rien n'empêche de l'utiliser de manière plus décontractée et moins professionnelle que ce dont on a l'habitude. Oui, on peut prendre son ordinateur, aller s'asseoir dans l'herbe et se connecter pour participer au dialogue en humanité, et qu'on n'est pas obligé de perdre tout ce qui est convivial dans l'édition d'habitude. On se rend compte que c'est pas si différent finalement de ce qu'on fait d'ordinaire pour les dialogues. Est-ce qu'on va réussir à convaincre nos amis qui nous regardent que c'est vraiment, vraiment super bien d'être derrière son ordinateur, hein, et qu'on peut avoir autant de convivialité, et que ça, c'est la quarantaine que nous avons subie, que nous avons vécue, et qui nous l'a appris ? Bah oui, on peut tirer des choses positives d'expériences plus ou moins négatives. C'est un peu l'ADN des dialogues, c'est transformer une difficulté en une opportunité. Oui. En voilà une. Oui. Ce sont d'ailleurs les étudiants qui ont choisi, parce qu'on aurait pu dire, ben voilà, on reporte à l'année prochaine si on ne peut pas le faire. Et ce sont les étudiantes qui ont dit, mais non, nous on est venus pour apprendre quelque chose avec vous, à apporter notre contribution, à fabriquer cette édition de 2020. C'est leur édition. Et c'est génial. Bon, ben voilà un beau programme. Je pense que c'est important, effectivement, de voir quels sont les atouts et les limites. Frédéric Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en présentiel, on communique beaucoup plus facilement que quand on est en visio dans une réunion à différents endroits. Mais en termes d'économie de déplacement, en termes de lien, on peut s'apercevoir que c'est quelque chose de complémentaire. Donc moi, je trouve effectivement que la difficulté doit créer effectivement peut-être de nouveaux modèles. Moi, personnellement, j'ai découvert le télétravail, et aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était une complémentarité par rapport au fait d'aller dans un bureau tous les jours où je ne suis pas nécessaire, et que je peux économiser beaucoup de temps à faire des conférences dans d'autres endroits que Lyon sans avoir à me déplacer. Oui, et après... alors, vous savez, pardon, Margot ?
Non, c'est simplement pour revenir là-dessus, effectivement. Je pense que c'est important que le confinement ait apporté un rapport plus décontracté à l'usage des technologies nouvelles. Par contre, évidemment qu'on garde à l'esprit que le présentiel est quelque chose qui n'est pas facilement remplaçable. Et pour avoir fait l'expérience du télétravail pendant plusieurs mois, pour le travail en équipe, c'est absolument infernal. C'est sûr qu'on préfère être là en présence. Ça, il ne s'agit pas de dire que le virtuel peut remplacer le réel non plus. Voilà, et alors ce qu'on fera avec l'équipe de Human, je le dis autour de cette table, et puis je le dis aussi à la caméra et à ceux qui nous regardent, c'est qu'on va se promener, notre équipe, qui est aussi pleine de jeunes gens et de jeunes femmes, on va se promener avec un vélo cargo. Voilà, on a signé une convention de partenariat avec une entreprise basée à Lyon d'ailleurs, Cyclable, je la nomme, qui fait des vélos cargo, en tous les cas qui les commercialise, et qui nous a confié pour une dizaine de jours un vélo cargo. Et dedans, on va faire des interviews comme celles que l'on fait ici, mais on ne sera pas 5, on ne sera que 2, et on va filmer en même temps les arbres du parc de la Tête d'Or. Et peut-être, Frédéric Ségur, pourrez-vous nous aider à présenter cette nature et ce parc qui va bouger derrière les interviews. Mais on va en reparler tout à l'heure. Auparavant, on va s'écouter encore un brin de musique et on va s'écouter ici, je vais essayer de le prononcer correctement, c'est pas de l'espagnol, c'est du portugais, Coração Descompassado de Everton Oliveira et Enrique Albino. Voilà, vous êtes dans Human avec aujourd'hui les herbes folles des dialogues en humanité, échangés, parler du vivre ensemble en sortie de confinement, ce confinement qui a concerné toute la planète. Voilà, et nous sommes là et nous reprenons le cours de nos petites vies. C'est pas fini encore. Hein. C'est pas fini. Ouais. Ça va durer encore. J'espère qu'on va trouver une solution, mais qu'il y a encore une partie, le monde qui est encore enfermé. Hein. En Afrique, actuellement, en Éthiopie, ça bouge pas. Hein. Au Brésil. l'Inde, ça recommence. Donc, nos amis indiens, par exemple, l'Inde du Nord à Chandigarh, ont proposé un thème sur Lockdown Every Year. That's right. Donc voilà. That will be in English, I think. Oui, c'est évidemment non plus que. Enfin, c'est pas une provocation. C'est effectivement des choses que l'OMS nous alerte régulièrement. C'est-à-dire, lockdown, est-ce que le confinement va durer toujours ? Non, est-ce qu'il peut se renouveler tous les ans ? L'année prochaine ? Et oui, ça peut être. Donc, comment on s'organise pour que, justement, on anticipe pour que ça arrive le moins possible, et que si ça arrive, comment on organise les choses pour que les plus vulnérables soient évidemment protégés, ou en tout cas ne soient pas impactés comme ils le sont et comme ils l'ont été sur cette fois-ci. C'est quand même un enjeu politique majeur. Donc, comment on fait ça ? Et comment on passe d'un anthropocène destructeur à un anthropocène positif ? Anthropocène, Madame Margot. C'est un mot qui peut faire peur, mais l'idée derrière est assez simple, puisque c'est simplement l'idée que l'être humain serait devenu la principale force de changement sur le plan géologique sur Terre. Que ce soit plus des périodes de glaciation, de réchauffement, mais que ce serait l'action humaine en elle-même qui crée des changements jusque dans la géologie de la planète. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? A priori, pour l'instant, c'est très mauvais, puisqu'on est en train de tout casser. Mais l'idée qu'on essaye de promouvoir au dialogue en humanité, c'est que en prenant acte de sa responsabilité, l'être humain pourrait avoir une influence plus positive. En particulier en faisant confiance aux jeunes générations. Aujourd'hui, 16 jeunes avec Greta Thunberg ont fait un procès à 5 grands pays du monde parce que leur avenir est en jeu.
Eh bien voilà, typiquement, pourquoi il faut faire aussi confiance à ces jeunes générations. D'abord parce que la question de leur survie, elle est stratégique, elle est essentielle, mais peut-être que eux, l'anthropocène, ils ont envie, en tout cas, de l'imaginer le plus positif possible. Ils n'ont pas le choix aussi. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais pour ça, il faut réapprendre à penser que l'homme est un maillon de la nature. Je voulais profiter parce que c'est quelque chose qui me touche et il y a un problème entre l'Égypte et l'Éthiopie sur leur source de Nil bleu. Le Nil bleu, c'est celui qui prend lac Tana en Éthiopie. Oui. Sa source, il part de l'Éthiopie. Voilà. Et il va traverser de Soudan jusqu'à l'Égypte. L'Égypte vit avec l'eau qui vient de l'Éthiopie. Mais ce patrimoine de l'humanité que j'appelle, ça appartient à l'humanité dans le sens que sur 3 pays, ils vivent avec ça. Aujourd'hui, il y a la question, ils vont en train de construire un barrage, l'Éthiopie. La question, c'est que comment trouver une solution pour que tout le monde est profitable de cette eau. Mais avec les conflits du 19e siècle, tout le monde dit maintenant, c'est 1 mois. C'est la question de 1 mois qui devient la question tout à l'heure qu'elle a dit qui est juste. D'où on vient, c'est d'avancer, d'expliquer qu'on n'a pas la possibilité avec 10 ou 15 milliards, on ne peut pas vivre comme avant. Il faut essayer de réfléchir autrement, de vivre. Et c'est une question qui est quand même compliquée à se poser. Voilà notre chemin qui va bientôt se terminer, en tous les cas provisoirement. On a encore toute une semaine à vivre ces dialogues en humanité au Parc de la Tête d'Or, à Lyon et aussi dans beaucoup de pays du monde, dans une centaine de pays du monde. Peut-être qu'on pourrait terminer avec la nature, justement. Peut-être que l'on pourrait terminer avec vous, Frédéric Ségur. C'est les villes à la campagne ? Non, on est sur une logique de réconcilier l'humain avec la nature dans laquelle il n'est qu'un élément, et puis réconcilier aussi la ville avec la nature. Donc effectivement, c'est plutôt trouver une bonne logique de construction équilibrée. C'est plutôt, la nature, c'est toujours une question d'équilibre. Et en fait, on a perdu cet équilibre, on essaye de le retrouver. Et pour ça, effectivement, il faut dialoguer. Quand on travaille sur les questions de coopération, c'est pas de dire « faites comme moi ». Parfois, effectivement, c'est de dire « ne faites pas comme moi, regardez mes erreurs ». Et puis, en dialoguant, on arrive à trouver une nouvelle voie. Et c'est cette voie qui est intéressante parce qu'elle est adaptée à la problématique. Et comment y parvenir tout en maintenant un niveau, j'allais dire, de croissance, même si elle est raisonnée, même si elle est durable, comme on dit dans les instances internationales, arriver à concilier un certain taux de croissance qui permet tout de même de créer des emplois avec les objectifs écologiques qui sous-tendent quelque part, avec ces objectifs humanitaires, ces magnifiques dialogues en humanité. Je vais terminer par cette question parce qu'on ne va pas lui rapporter une réponse, si vous le voulez bien, sauf si Geneviève Ancel, ou la plus jeune d'entre vous, a envie de dire la petite touche finale. Qu'est-ce que ce serait ? Concilier croissance durable et écologie. Non, c'est compliqué quand même là. Mais allez-y, redites-le. Concilier, croissance je suis même durable. pas sûre que ce soit conciliable, croissance et durabilité, tout à fait personnellement. Mais alors, ce serait quoi ? Si c'est pas réfléchir à une manière comment de vivre qui repose pas nécessairement sur la croissance. Oui, tu parlais tout à l'heure de sobriété heureuse. Je dis pas décroissance, mais je dis pas forcément croissance non plus. Ralentissement de la croissance ? Ça va être très très souhaitable. Il faut continuer de croître en matière d'éducation, de santé, mais peut-être qu'un certain nombre d'entre nous qui avons besoin de tant de quantité pour se nourrir aurions besoin peut-être d'être plus sobres, mais finalement de trouver du sens dans des choses créatrices, heureuses et qui nous inspirent de ce que nous disent les femmes comme Fatou Ndoye et quelques autres dans les pays du Sud. Merci à tous et à tout bientôt sur les écrans de Dialogue en Humanité.
Salut. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.